Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Célébration ce vendredi de la Journée internationale du travail et des travailleurs, une journée fêtée alors que bon nombre de fonctionnaires burundais sont confrontés à diverses difficultés. Non seulement il y en a qui n'ont pas perçu leur salaire depuis près d'une année, mais même ceux qui sont régulièrement rémunérés n'arrivent pas à joindre les deux bouts du mois à cause du contexte socio-économique du moment. Pourtant, le numéro 1 burundais semble ne pas du tout préoccupé par le sort de ses fonctionnaires. La campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus rencontre plusieurs difficultés. En plus du fait que les vaccins risquent d'être insuffisants, les agents déployés sur terrain ont du mal à se rendre à leur lieu d'affectation, faute de moyens de déplacement, sans parler du fait qu'ils ne sont même pas restaurés, alors qu'ils n'ont même pas eu les frais de mission. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des conditions déplorables dans lesquelles vivent les détenus de différentes maisons carcérales du Burundi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Justice. Pour commencer, les Burundais continuent de réclamer justice pour les massacres perpétrés au Burundi depuis l'indépendance du pays. Un appel qui ne risque pas de trouver écho suite à la non-indépendance de la magistrature burundaise qui rend impuissante l'appareil judiciaire. Suivez à ce propos Bernard Nairaja, expert en droit. Mu Burundi habaye ubwicanyi ariko ubutungane ntibwaboneka by'ukuri ubwicanyi bwagiye buraba kuva Burundi bwikukira ata butungane. Des meurtres ont été commis au Burundi, mais justice n'a pas été rendue. En effet, des meurtres ont eu lieu depuis l'indépendance du Burundi sans que justice ne soit véritablement rendue, car il arrive qu'un procès ait eu lieu, mais il ne s'agit pas d'un véritable procès. Normalement, pour qu'il y ait justice, 3 conditions principales doivent être réunies. Premièrement, la vérité sur le crime commis doit être établie. Deuxièmement, les auteurs de ces crimes doivent être punis. Troisièmement, les victimes doivent réparer la préjudice subi. Ici, au vu des crimes commis depuis l'indépendance du Burundi, on ne peut affirmer qu'il ait été commis en toute impunité. Les experts en sont arrivés à la conclusion qu'il existe une véritable culture de l'impunité au Burundi. Il s'agit toujours d'un crime avéré. La raison pour laquelle justice n'a jamais été rendue tient avant tout à l'absence de volonté politique, imputation principalement aux personnes au pouvoir qui pouvaient croire que justice avait déjà été rendue et que les concernerait, eux ou leurs proches. Cela s'applique aux régimes militaires qui ont existé jusqu'aux années 90. Mais depuis les accords d'Arusha, pour la première fois, on a assisté à des accords de partage du pouvoir qui ont été abandonnés et à ce que certains experts appellent la coalition de l'oubli. Des événements que tous les dirigeants souhaitent oublier. La coalition de l'oubli kuvuga habonetse imigwi y'abantu bose mu ndongozi bifuza ko ibyabaye byibagirwa. Parmi les victimes de ces atrocités figure Cyriaque Mbonabucha, rescapé du petit séminaire de Buta, 29 ans après, il dit ne rien espérer de la justice burundaise. nta kimenyetso kandi nta mwizero uhari wumva zinyuranye mbega ico caha cakozwe na bande ni bande bodutunganira. Il n'y a aucune preuve et aucun espoir pour diverses raisons. Qui a commis ce crime? Qui le réparera? Ce crime a été commis par le parti au pouvoir. Ils ne peuvent donc pas se dédouaner. Mais ce qu'ils disent est vrai, et c'est pourquoi au Burundi, nous avons l'habitude de dissimuler les choses, sinon les auteurs se connaissent entre eux. Nous avons été tués par des Burundais et ils l'ont planifié.
policiers et nous n'étions pas des soldats. Nous avons été tués par le régime actuel. La raison de son manque d'espoir est que, vous le savez, il y a 29 ans, vous savez donc que le CNDD-FDD, je le dis avec force, car je ne crois pas à ce qu'il a fait, je ne crois pas qu'il ait tué des enfants sans raison. Il les a tués pour les diviser selon leur ethnie et il prétend se battre pour la démocratie, il prétend se battre pour la justice. Alors demandons-lui. Nous sommes heureux que le président actuel soit au pouvoir, nous lui demandons instamment, avant qu'il ne soit réélu par les Burundais ou que les Burundais ne l'approuvent grâce aux partis et aux pays qui l'ont approuvé et placé au premier plan. Il aime prier avec sa femme et c'est très bien. Même le parti CNDD-FDD aime prier car il place Dieu au-dessus de tout. Parlez-nous des dossiers des 40 enfants et condamnez les responsables. C'est un combattant qui aime à dire, qui s'est battu sur terrain. Il devrait traduire en justice les assassins de ces 40 enfants, réconforter les parents endeuillés, enfin qu'ils trouvent la paix, car ils ne l'ont pas encore trouvé. Malgré mes insistances, je sais qu'il aime suivre l'actualité. C'est ainsi qu'il trouvera la paix. 29 ans, c'est long. Le CNDD-FDD traduisait en justice ceux qui ont tué. Cette impunité dont bénéficient les criminels, cette protection mutuelle signifie que ceux qui n'ont pas obtenu justice devraient la réclamer eux-mêmes. uca gutuma ababikorewe bataronse ubwo butungane bifuza n'abingene bokwirondera ubutungane. Cyriaque Mbonabucha et Bernard Nairaja étaient des invités de l'émission Ijamboni Gwawe de la RPA du 26 avril 2026. En page droits de l'homme, le rapport annuel de la situation des droits humains au Burundi en 2025 publié par l'organisation ESDDH montre que les détenus des différentes maisons carcérales font toujours face aux mauvaises conditions d'hébergement, à l'indifférence quant à la prise en charge médicale et au rançonnement fait par un groupe de détenus chargés de la sécurité dans ces prisons. L'organisation Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle, indique que tout cela viole les lois régissant les détenus. Le point avec Nadège Irakodze. L'organisation ESDDH, à travers ce rapport, fait savoir que durant l'année 2025, il s'est remarqué que dans différentes prisons du Burundi, les détenus souffrent toujours de mauvaises conditions d'hébergement. La plupart d'entre eux manquent de place pour dormir à cause du surnombre de détenus dans les prisons. Ainsi, ils dorment sur le sol ou encore dans les cours intérieures des prisons où ils sont frappés par le froid et la pluie. Pour ceux qui ont des matelas et des lits, ils sont confrontés à des insectes comme des punaises et à cela s'ajoute le manque d'eau qui s'observe souvent dans ces prisons. L'organisation ESDDH salue toutefois les actions menées par l'Agence belge de coopération internationale, ENABEL, qui a fourni un équipement de matelas et de nouveaux lits plus ou moins modernes dans les prisons d'Ongodi et Muyinga, ce qui a apporté un minimum de confort aux détenus. Concernant la santé des détenus, l'organisation ESDDH déplore que la loi qui accorde le droit aux détenus d'être soignés en cas de maladie, comme tout être humain, au Burundi, cela n'est pas respecté car beaucoup de détenus deviennent très malades mais ne reçoivent pas l'autorisation d'aller se faire soigner en dehors des prisons. Une autre chose que cette organisation dénonce, c'est l'existence d'un groupe de détenus privilégiés, chargés illégalement de la sécurité dans les prisons, qui rançonnent des sommes importantes aux nouveaux détenus ou encore pour avoir un endroit où dormir. Des sommes communément appelées bougies, dont ils se partagent avec les chefs des détenus dénommés Capita et les responsables de direction des prisons. Dans notre édition de demain, nous vous parlerons des recommandations émises par l'organisation ESDDH pour que les droits des détenus soient respectés dans les maisons carcérales au Burundi. Nadège Irakodze, cette alerte a également été lancée par l'organisation ACAT Burundi dans son rapport couvrant le premier trimestre de l'année 2026 publié le 30 dernier. Cette ONG parle de graves problèmes dans la surpopulation carcérale extrême et une pénurie aiguë de nourriture, des conditions qui mettent en danger la vie des détenus. Le contenu de ce rapport avec Rémi Delagacour. Dans son rapport de monitoring couvrant le premier trimestre 2026, ACAT Burundi traite un constat alarmant sur population extrême, pénurie alimentaire sévère
l'interjudiciaire persistante et insécurité croissante convergent pour mettre en péril la vie même des détenus. La population carcérale atteint désormais 12 938 personnes, soit une hausse de 289 détenus en 3 mois. Ni progression qui illustre l'échec des mesures de désengorgement annoncées par des autorités. Dans certains établissements, la densité dépasse l'entendement. La prison de Muramvya affiche un taux d'occupation de plus de 1000%, tandis que Nimba dépasse les 500%. À l'origine de cette situation, près de la moitié des détenus, soit 47,5%, sont toujours en attente de jugement. Mais au-delà de la surpopulation, c'est une crise alimentaire silencieuse qui se profile. Le rapport évoque une rupture quasi totale des stocks alimentaires de base, notamment la farine et l'huile. Dans certaines prisons, les détenus en sont obligés à utiliser de l'eau insalubre issue de marais pour cuisiner. L'insalubrité généralisée favorise la prolifération des parasites à l'image de l'invasion des punaises de lit signalées à Uigi. L'environnement carcéral devient également de plus en plus dangereux. Des cas de violence interne de l'homicide d'un détenu à Nimba témoignent d'une dégradation du climat sécuritaire. À cela s'ajoute un événement dramatique survenu le 31 mars. L'explosion d'un dépôt de munitions à proximité immédiate de la prison de Nimba causa mort et blessés parmi les détenus. Si certaines libérations ont été immédiates, notamment pour réseau de santé ou par grâce présidentielle, il reste marginal face à l'ampleur du problème. Plus de 500 libérations enregistrées en janvier n'ont pas suffi à l'inverse de la tendance rapide et neutralisée par un afflux constat de nouveaux détenus. Le rapport pointe également dans des cas préoccupants de détention illégale, y compris de personnes acquittées maintenues en prison depuis plusieurs années. La population les plus vulnérables paie un lourd tribut. Le nombre de nourrissons vivant en détention avec leur mère est passé de 70 à 87 en un trimestre, une hausse de 24%. Sans alimentation adaptée ni suivi médical, leur survie est directement menacée. De même, les détenus souffrant de troubles mentaux graves ne bénéficient d'aucune prise en charge spécialisée. Face à cette situation, la CAF Burundi appelle à des mesures urgentes, libération immédiate des détenus acquittés ou ayant purgé leur peine, rétablissement de l'approvisionnement en nourriture et en eau potable, accélération des procédures judiciaires et sécurisation des établissements pénitentiaires situés à proximité des sites militaires. Merci à toi Rémi Inderagakura. Parlons à présent santé où les infirmiers chargés du travail de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus font savoir que même si la sensibilisation a porté ses fruits, à voir le nombre de jeunes filles qui ont répondu massivement à cet appel, les inquiétudes ne manquent pas. D'une part, ils craignent une éventuelle insuffisance de doses de vaccins. D'autre part, ils évoquent des difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils sont déployés loin de leur lieu de travail habituel. Elvis Nyomungere pour plus de détails. Dans la province de Gitega, en commune de Muramvya, les infirmiers chargés du travail de cette campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles saluent la forte mobilisation observée. Ils se réjouissent particulièrement de l'implication des autorités administratives, des leaders communautaires ainsi que des journalistes. Cependant, ces data signalent une insuffisance de doses de vaccins dans certaines localités, notamment en commune de Muramvya, zéro de sources sur place. Nous craignons que si la situation reste ainsi, il y a des filles qui ne seront pas vaccinées alors qu'elles en ont besoin. Nous voyons que les vaccins diminuent au fil du temps. Il reste le jour de lundi. Peu vaccins restent pour certains et d'autres n'en ont plus. Qu'il suit de près cette situation pour que lundi le travail de vaccination pour ces enfants du pays s'achève sans problème. Un problème évoqué par les infirmiers est le manque de santé matérielle comme le coton utilisé après l'injection de ce vaccin, comme l'indique notre source de la commune Nyabihanga dans cette même province de Gitega. Un autre problème qui s'est manifesté, je ne dirais pas qu'ils ont donné tout le matériel. Il y a de grogne au sein du centre de santé. Vous savez que ces vaccins sont injectables. Et dans tel cas, on a besoin du coton pour essuyer la partie injectée. Avant, les bailleurs finançaient tout dans de telles campagnes. Mais pour le moment, les centres de santé s'arrangent pour avoir ce coton. Et cela va perturber l'économie de ces centres de santé qui n'étaient pas même suffisantes.
gushika ibintu bizeye muri standard y'ubwo buryo aho buzovuga gutanga hari byinshi bituma. En outre, ces acteurs de terrain recommandent que pour les prochaines campagnes, les moyens financiers soient alloués à temps et qu'ils soient adaptés au contexte économique actuel, étant donné le coût élevé du transport et de la nourriture. Ugasanga by'ukuri urwo rugendo bivanye n'imisozi uduga rero turasaba yuko abantu babiteguye. Des fois, nous passons dans des montagnes et les problèmes s'affichent. Nous demandons à ceux qui ont organisé de majorer le montant de cette campagne pour ceux qui se rendent au terrain. Nous faisons face à plusieurs difficultés. Parfois, il fait très chaud et les vaccins s'échauffent. Dans ces cas, il est obligé de retourner au centre de santé pour bonne préparation. La somme d'argent qu'il donne est très insignifiante par rapport au coût de la vie. Elle varie entre 19 et 20 000 francs. Ntaho duhuriye n'ubuzima bw'uno munsi ushobora gusanga bakwandika 19 canke 20. Pour rappel, cette campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus destinée aux filles âgées de 9 à 14 ans a été lancée le 29 et le 30 avril et se clôturera le 4 mai. Je vous le disais en titre, le 1er mai de chaque année est célébrée la Journée internationale des travailleurs. Cette journée trouve son origine dans les luttes ouvrières du 19e siècle. À cette époque, surtout aux États-Unis, les travailleurs réclamaient la réduction du temps de travail, demandant la journée de 8 heures au lieu de longues heures, épuisantes le 1er mai 1886. Des manifestations et des grèves ont eu lieu dans la ville de Chicago, et ce sont ces mouvements qui ont marqué un tournant important dans la défense des droits des travailleurs. Et depuis lors, cette date est devenue une journée internationale dédiée aux travailleurs en mémoire de leur lutte et pour continuer à revendiquer de meilleures conditions de travail, des conditions qui malheureusement laissent toujours à désirer au Burundi, surtout que des travailleurs peuvent passer des mois et des mois sans toucher de salaire. Le cas le plus illustratif est celui des infirmiers et gestionnaires travaillant dans les hôpitaux communaux qui affirment n'avoir pas été payés depuis 10 mois et continuent de dénoncer de graves difficultés dans leur vie quotidienne et indiquent avoir saisi le ministère de la Santé, mais jusqu'à présent ils n'ont pas été régularisés et demandent à ce ministère de suivre de près leur dossier. Suivez plutôt un de ces infirmiers qui s'est entretenu avec la RPA. Nous avons passé un examen afin d'aller travailler dans les hôpitaux communaux. Nous voulons informer le nouveau ministre de la Santé que nous traversons de très grandes difficultés car cela fait maintenant 10 mois que nous ne recevons pas de salaire. Cette situation complique notre vie quotidienne et fait que le travail que nous accomplissons ne peut pas se dérouler correctement comme le souhaiterions ou comme cela devrait être le cas. Nous demandons sincèrement de venir à notre aide et de prendre connaissance des difficultés que nous traversons. Certains d'entre nous ont des familles à charge et pour nous rendre au travail, nous devons utiliser des moyens de transport alors que le coût de la vie est devenu très élevé ces derniers temps. Lorsque nous avons demandé des informations sur nos dossiers ces derniers jours, on disait qu'ils étaient en cours de traitement. Ce n'est que la semaine dernière que nous avons appris que nos dossiers auraient été transmis au ministre de la fonction publique, mais nous n'en sommes pas sûrs car nous ignorons les numéros de référence de ces dossiers. Nous demandons donc au nouveau ministre de collaborer avec le ministre de la fonction publique et celui des finances afin d'examiner notre situation et de nous aider à être régularisés car notre vie est devenue très difficile. Et même ceux qui sont régulièrement rémunérés sont mal en point. Ils dénoncent le fait qu'ils soient chaque fois contraints d'acheter des uniformes à chaque fête nationale, au moment où les faibles salaires qu'ils perçoivent ne leur permettent pas de subvenir correctement à leurs besoins. Ils ajoutent aussi que c'est injuste de les obliger à faire de longs trajets pour participer à des fêtes après la nouvelle réorganisation administrative. Suivez le témoignage de l'un d'entre eux. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. On nous impose de porter un pagne. Pour certains, ce n'est pas un problème, parce qu'ils disposent de véhicules de l'État et du carburant gratuit. Cela signifie qu'ils n'utilisent pas leur propre argent.
En plus, ces personnes ont des salaires suffisants. Pour elles, acheter un panier et se déplacer est donc difficile. Mais pour un simple fonctionnaire qui a un salaire insuffisant, c'est difficile. On lui demande d'aller jusqu'au chef-lieu de la province, alors qu'auparavant, les distances étaient plus courtes et on pouvait même s'y rendre à pied. Aujourd'hui, avec de nouvelles provinces, les distances ont augmenté. Forcer un fonctionnaire à faire ce déplacement, c'est une contrainte importante. Certains peuvent même dépenser presque tout leur salaire pour participer. D'abord, il faut acheter le pain, ensuite payer la couture, puis le transport, sans oublier l'argent pour la réception. À ce propos, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENASEB en sigle, demande que les conditions de vie et de travail des enseignants soient améliorées pour bien exercer leurs fonctions. Dans une déclaration sortie ce 1er mai, le président de la dite fédération explique que cette journée arrive au moment où l'enseignant continue à être négligé, alors qu'il a la mission de préparer la jeunesse, futur capital humain. Antoine Manoma est également revenu sur la flambée des prix et le manque de carburant qui ont aggravé la situation. Suivez. La fête des travailleurs, édition 2026, arrive dans un contexte d'extrême pauvreté qui frappe les travailleurs en général, y compris ceux du secteur de l'éducation. À la base se trouve la dépréciation de notre monnaie qui a provoqué la flambée des prix des produits et des services de première nécessité. Les produits alimentaires, la location des maisons, des vêtements, des médicaments. La pénurie de carburant a ajouté le drame au drame parce qu'elle a compliqué la circulation des biens et des personnes. Les travailleurs ont du mal à se déplacer lorsque leurs postes d'attache se trouvent éloignés de leur domicile. La vie chère a contraint un bon nombre de travailleurs, y compris les employés du secteur de l'éducation, à abandonner le service jusqu'à s'exiler à l'extérieur du pays à la recherche d'alléger mieux. Car les bas salaires créent chez les travailleurs le stress chronique. Si la situation perdure, le slogan que le gouvernement a choisi à l'occasion de la fête des travailleurs de cette année, le travail est notre honneur, que tout Burundais use de ses dons pour la réalisation de la vision ne sera pas atteint. Car l'efficacité du travail est compromise lorsqu'on ne parvient pas à se nourrir pour renouveler la force du travail, lorsqu'on ne parvient pas à se loger, lorsqu'on manque des soins nécessaires en cas de maladie, lorsqu'on ne peut pas se vêtir. En principe, l'enseignant devait particulièrement mettre des habits convenables parce qu'il est toujours regardé et vu comme un modèle par les éduqués. Comme il fournit beaucoup d'efforts au cours de ses prestations, il devait se nourrir suffisamment. Aucun pays au monde n'a atteint des performances sans développer le secteur de l'éducation. Et les enseignants se trouvent parmi les piliers principaux. Si l'enseignant reste mal traité et négligé, les enseignements de qualité sont impossibles. C'est pourquoi, au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous saisissons de l'occasion pour rappeler au gouvernement que la promotion de l'enseignement est impérative pour lui permettre d'être efficace en exploitant ses dons et ses compétences dans la préparation de la jeunesse qui constitue le futur capital humain. Pour le parti Codebu, le gouvernement burundais devrait revoir à la hausse les salaires des travailleurs en tenant compte du coût actuel de la vie afin de leur permettre d'améliorer leur rendement professionnel. Kefane Vidzi, président du dit parti, demande également au gouvernement de mettre en application les promesses faites aux retraités, notamment l'octroi d'une pension équivalente au salaire qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient encore en activité. Suivez. En cette journée de la fête internationale du travail et des travailleurs, le parti Codebu souhaite une bonne fête à tous les travailleurs, malgré qu'il connaît que les salaires qu'ils reçoivent sont des salaires dérisoires qui ne leur permettent pas de mener une vie décente. Et nous saisissons cette occasion pour demander au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que tous les travailleurs reçoivent des salaires adaptés au cours de la vie pour qu'ils puissent mener une vie acceptable. Nous demandons également au gouvernement de continuer à protéger les Burundais qui sont allés à l'étranger pour chercher du travail et particulièrement qui s'occupent des cas des Burundais prisonniers pour de fortes irrégularités, afin qu'ils soient rapatriés dans la dignité conformément aux conventions internationales diplomatiques pertinentes. Nous demandons également au gouvernement
d'honorer l'engagement qu'il avait donné aux pensionnés et de leur octroyer une pension égale au salaire qu'ils percevaient à la fin de leur carrière. Quoi qu'il serait un peu difficile, le gouvernement devrait le faire progressivement chaque année jusqu'à ce qu'il honore la promesse au bout de quelques années. Nous terminons en demandant au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour mettre fin au chômage qui devient de plus en plus galopant au détriment de la vie du pays et des ménages, notamment en soutenant les opérateurs économiques et locaux et en facilitant l'entrée des capitaux étrangers pour augmenter la production et par conséquent l'assiette du travail, mais aussi le gouvernement devrait continuer à collaborer avec les partenaires techniques et financiers pour rebooster l'économie nationale et accroître ses capacités d'embauche. Toutes ces revendications ont été balayées d'un revers de la main par le numéro 1 à Burundi dans un discours de circonstances prononcé au stade Ingoma de Gitega qui abritait les festivités du jour. Évariste Ndayishimiye a été on ne peut plus clair. Ceux qui espèrent une quelconque augmentation salariale peuvent déchanter car ils n'ont rien fait pour booster la production. Le président Ndayishimiye n'a pas néanmoins manqué de se féliciter, affirmant que le Burundi a entamé un processus de redressement depuis son accession au pouvoir. Et comme toujours, le chef de l'État n'a pas oublié de rappeler l'existence de certains groupes de Burundais qui tient pour responsable du retard de développement du pays. Suffit. Il est fréquent d'entendre des plaintes, notamment de la part des fonctionnaires, concernant la cherté de la vie. Toutefois, il convient de rappeler qu'il fut une période où la vie n'était pas tellement difficile, mais presque inexistante. Si aujourd'hui certains estiment que le coût de la vie est élevé, c'est aussi parce qu'un certain niveau de stabilité a été atteint, permettant d'en prendre pleinement conscience. Il importe de souligner que ces travailleurs relèvent de l'État. Dès lors, lorsqu'il est demandé une augmentation des salaires, il est légitime de s'interroger sur l'origine des ressources financières nécessaires à une telle mesure. Une réflexion collective sur les capacités économiques du pays s'impose donc. En ce qui concerne l'évolution du pays, je constate que la reconstruction effective a véritablement débuté en 2020. En effet, à partir de 2005, bien que des efforts aient été engagés, le pays demeurait confronté à une insécurité persistante, notamment due aux activités du mouvement FNL, ce qui entravait considérablement les activités économiques, en particulier agricoles, jusqu'en 2008. Par la suite, les élections de 2010 ont été marquées par des tensions liées à certains regroupements politiques, notamment la DC Kibiri, perturbant ainsi le fonctionnement normal de la société. En 2015, une nouvelle crise est survenue avec l'émergence du Sénarel, accentuant davantage les difficultés et limitant la capacité des citoyens à vaquer librement à leurs occupations. Ce n'est qu'à partir de 2020 que le pays a commencé à bénéficier d'une relative accalmie, offrant ainsi un environnement plus propice à la relance du développement. Au regard des progrès déjà réalisés, il est permis d'envisager qu'au cours de la prochaine décennie, le pays puisse atteindre un niveau de développement comparable à celui des nations avancées. Souvenez-vous qu'en 2004, les plaintes relatives à la cherté de la vie étaient quasi inexistantes, non pas en raison d'un niveau de vie satisfaisant, mais parce que les conditions de vie étaient extrêmement précaires. Dès lors, peut-on véritablement parler de vie chère lorsqu'elle est en réalité à peine viable? Malgré cela, la PARSEM trouve plutôt que le manque d'infrastructures et de ressources essentielles sont les grands défis qui constituent un frein majeur à la bonne marche du travail. Pour cette ONG, l'insuffisance de compétences techniques, la concurrence pour l'accès à l'emploi ainsi que le manque de carburant, d'électricité, de routes, d'eau et de technologies modernes empêchent les travailleurs d'être pleinement efficaces. Et Fossandi Koumana de souligner que le développement du travail dépend fortement de la mise en place des conditions favorables. Suivez Fossandi Koumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces sigles. Il faudrait renforcer la formation, la recherche scientifique, parce que la formation, la recherche scientifique et le renforcement des capacités sont des facteurs pour le développement du travail de qualité. Il n'y a pas de travail sans formation, sans un minimum de connaissances. Ce discours qui dénigre
les gens font la formation, les études, sans discours à bannir. Deuxièmement, il faut renforcer la division et accepter la division du travail parce que chacun s'oriente dans un métier selon sa formation, selon ses potentialités. On ne peut pas imposer un métier aux gens, soi-disant, il faut devenir tous agriculteurs, ce n'est pas comme ça. C'est la division du travail qui est à la base de l'efficacité et l'efficience du facteur travail en tant que moteur du développement. Troisièmement, il faut développer la confiance. Quel est le meilleur gagne? C'est la confiance qui développe un travail de qualité. Partout, là où il y a la confiance et l'égalité des gens travaillent avec effort, avec intensité, pour que justement, pour pouvoir avancer et avoir une récompense appropriée. C'est pour cela que même dans les pays développés qui le savent, la propriété intellectuelle doit d'autres sont protégée pour que les auteurs de certaines inventions soient donnés, la propriété intellectuelle soit protégée pour qu'ils soient rémunérés. D'autrement important, c'est les infrastructures d'appui. Il y a l'énergie. On a parlé de travail sans carburant, sans électricité. Les routes pour faciliter la mobilité des biens des personnes. Maritime, se rendre au travail, au boulot. Transport, ça peut être aérien, terrestre ou maritime. L'Internet, c'est carrément moteur pour soutenir le travail de qualité. Et outre cela, d'autres facteurs qui aident les travailleurs dans tel autre métier, notamment comme la disponibilité d'engrais chimiques pour renforcer le rendement du travail d'agriculteur. Il y a la mécanisation, l'équipement agricole. Il y a d'autres facteurs justement qui, quand ils sont disponibles, permettent le rendement de tel ou tel autre travail selon le secteur. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 1er mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.